Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup d'être ici. Très bonne soirée si vous regardez cela le soir. Si tu es en Espagne, bonjour à toi et merci de nous accompagner. Passons aux détails, à l'information. Bienvenue si tu viens d'arriver ou que c'est ta première fois ici. Notre communauté est incroyable. C'est un groupe de personnes hispanophones qui vivent dans différentes parties du monde et qui se réunissent ici pour discuter de ce qui se passe dans le monde. Passons aux détails, aux informations et aussi à la discussion. Un énorme salut à tous, mettez un like, partagez. Dans un instant, nous allons discuter. Il y aura 2 directs cette fois-ci. Je vous remercie vraiment pour votre soutien. Un énorme salut à Walter, à Leonardo, à Francisco, à MT. Passons aux détails de ce qui se passe dans le monde. S'il y a un sujet, s'il y a une actualité dont tu aimerais que nous parlions, que nous discutions, je t'en remercie. Laisse-le-moi dans les commentaires et je te remercie aussi de nous dire d'où tu nous regardes. Si c'est ta première fois ici, ne t'inquiète pas. Laisse un commentaire, vas-y, n'hésite pas. Ici, tout le monde te souhaite la bienvenue et allons-y, faisons connaissance. Regardez, nous commençons donc avec les informations, avec les détails de ce qui se passe. Dans une série d'analyses, des alertes qui sont données, des avertissements dont nous avons parlé ici avec environ 15 jours, peut-être 3 semaines d'avance. Pourquoi ? Nous commençons à voir si, au fil des années, nous répétons les cycles en ce qui concerne la façon dont les prévisions pour l'année entière sont communiquées. N'est-ce pas ? Et nous avons constaté que cette année, un phénomène extraordinaire était annoncé. N'est-ce pas ? Nous le voyons de plus en plus, et soudain, les données ont commencé à se confirmer. Et maintenant, c'est fait. La NOAA elle-même lance un avertissement à des millions de personnes qui reçoivent déjà l'ordre de se préparer dès maintenant. Pas d'attendre qu'il y ait un ouragan, qu'il y ait une tempête, parce que lorsqu'un phénomène El Niño arrive, les catastrophes naturelles ont tendance à augmenter. Mais quand un super El Niño arrive, comme cela s'est produit certaines années, au cours de ces 20 dernières années, il y a eu environ 3 super El Niño, et ces 3 super El Niño ont provoqué des climats extraordinaires. Heureusement pour l'Atlantique, ils ne reçoivent pas autant d'ouragans, mais pour le Pacifique, oui, mais ceux de l'Atlantique ne doivent pas baisser la garde car ils peuvent être plus puissants, moins nombreux, mais plus forts. Voici la prévision officielle des ouragans de la saison. La prévision officielle de la saison des ouragans pour 2026 avertit des millions d'Américains, mais j'ajouterai tous ceux qui vivent dans des zones à ouragans. Même ceux qui vivent dans des régions, par exemple, où il peut y avoir de la chaleur, des sécheresses, de la pluie. Bref, les schémas sont perturbés. Pourquoi les schémas sont-ils perturbés ? Si le phénomène se produit dans le Pacifique, c'est là qu'il a un impact direct. C'est là que se trouve le phénomène El Niño. C'est ce qui l'active. Parce que ce phénomène qui s'active dans le Pacifique provoque aussi des modifications dans la façon dont l'air se déplace, n'est-ce pas ? Les courants d'air se modifient aussi lorsqu'il y a un phénomène El Niño, et ça ce n'est pas quelque chose d'inconnu. Donc ces schémas modifient le climat en Asie, en Océanie, en Europe, partout. Donc, nous devons encore organiser quelque chose un week-end, nous réunir, vous, moi, Astrid, vous et moi, et discuter de la zone où vous vivez et voir quels risques existent dans votre région. Mais pour l'instant, laissez-moi vous dire que l'administration nationale océanique et atmosphérique a déclaré aujourd'hui que si vous attendez la saison des ouragans, si vous attendez que le phénomène soit devant votre porte, il sera déjà trop tard. Ce qui inquiète, ce sont ce qu'on appelle les ouragans de catégorie majeure ou aussi les pluies soudaines, qui sont des phénomènes qui, lorsqu'ils se produisent, ne vous laissent pas le temps de réagir. Souvenons-nous de ce qui s'est passé au Texas l'an dernier. Oui, c'est ça, je l'ai fait, River, n'est-ce pas ? Parfois, les dates se chevauchent un peu avec toutes les informations que nous analysons. Excusez-moi, mais si je ne me trompe pas, je crois que c'était bien l'année dernière, en septembre de l'année dernière. C'est ça ? Ce n'est pas 2024 ? Bon, c'est que je dis que... Mais bon, le fait est qu'il y avait des jeunes filles au camp, non ? Et des garçons aussi, n'est-ce pas ? C'était dans un camp chrétien. Énorme, c'est très courant. À certaines périodes, il y a ces camps et chaque année, ils ont lieu, c'est très classique, n'est-ce pas ?
Alors à ce moment-là, il y a eu une pluie si torrentielle que d'ailleurs elle avait été annoncée quelques heures auparavant, mais la prévision est arrivée trop tard. C'est aussi un autre problème. Les phénomènes les plus violents de ce type sont souvent imprévisibles, comme les ouragans, mais pas celui-ci. Alors, tout à coup, quand ils reçoivent le rapport et voient dans quelle situation ils se trouvent, ils se disent « Bon, ça va être très difficile, ça va être une nuit compliquée. Juillet 2025, » Juillet, c'est-à-dire il y avait beaucoup de monde, c'était parce que ça allait être le 4 juillet. Allez, bon, donc le point c'est que le camp chrétien, les gens faisaient du camping ou ce que tu veux, et ils ont dit bon, ça va être compliqué, il faut avoir des gens prêts, ce que tu veux. Personne n'aurait imaginé l'ampleur du désastre, l'eau est montée de plus de 7 mètres. On parle du fait qu'ils s'attendaient à une montée des niveaux, mais pas à 7 mètres. Donc quand l'eau est arrivée et qu'ils se sont rendus compte du problème, il était déjà trop tard. Beaucoup de vies ont été perdues. Vraiment beaucoup de personnes qui étaient en là ont disparu. On n'a jamais eu de nouvelles d'elles, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de terrible qui s'est passé là-bas. En ce moment, curieusement, la docteure du Mystic Camp est en procès parce qu'elle est partie, non, elle n'est pas partie pour aider, non, elle n'est pas partie, elle s'est enfuie, et maintenant nous allons... Elle a vu que la situation était très grave et elle est sortie. Quoi, c'est fou, non? D'un coup, face à certaines situations, il y a des gens qui réagissent pas comme ça, Mais sinon, docteur, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu ne devrais pas faire. que ça ne devrait jamais arriver. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, on prévoit que le phénomène El Niño va s'intensifier au cours des prochains mois, mais on pense même que dans les prochaines semaines, ce schéma va commencer à être observé. Le directeur du service météorologique national de la NOAA, Ken Graham, a assuré que l'impact du phénomène El Niño sur le bassin de l'Atlantique. Souvent, il a tendance à réduire le nombre d'ouragans, mais il existe une incertitude quant à la façon dont ils vont se développer cette saison. En effet, la prévision de la NOAA est qu'il y aura entre 3 et 6 ouragans avec des vents supérieurs à 74 km/h, voir la vidéo. Par heure, et entre 1 et 3 ouragans majeurs, c'est-à-dire des ouragans de catégorie supérieure, comme on les appelle, qui sont de catégorie 3 et plus, pas 5, De 3 et plus de 3 et plus. de 111 miles à l'heure, eh bien, cette saison, la saison parle d'elle-même. Dans le Pacifique, elle a commencé le 15 mai, mais celle de l'Atlantique commence officiellement seulement le 1er juin et se prolonge jusqu'au 30 novembre. Il faut se rappeler que les mois de septembre et octobre sont généralement les plus agressifs, mais nous devons tous déjà être prêts. Eh bien oui, c'est comme tu dis, il faut être préparé, ne pas baisser la garde. Il faut penser que si tu te prépares petit à petit, semaine après semaine, tu vérifies les détails, où il peut y avoir plus de risques, tu en parles avec la famille, tout ce genre de choses. Et il y a des listes que publient parfois les mêmes services de protection civile, eux-mêmes, enfin, ils publient ce qu'il faut faire. Tu dois en tenir compte, surtout en pensant aux personnes qui ont, par exemple, des animaux de compagnie. Quoi faire avec les animaux? Comment se préparer si tu vis, par exemple, dans une zone rurale, en montagne? C'est-à-dire, il y a aussi beaucoup de variations dans la façon dont tu dois te préparer. Et face à cela, il faut aussi penser à comment réagir, pas seulement à quoi faire. Au cas où tu te retrouverais face à un phénomène et qu'en plus tu aurais peut-être que tu aies à gérer le fait que tu doives, eh bien, peut-être même te préparer à être sans aucun approvisionnement pendant des jours ou des semaines. Comme cela s'est passé à la Nouvelle-Orléans, là-bas avec Katrina. Ça a été un événement terrible dont on se souvient encore et qui continue d'avoir certains effets. Cette situation qui s'est produite à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Exactement. On demande surtout aux habitants de Virginie, des Carolines, de Floride, d'Alabama, du Mississippi et de Louisiane de se préparer au plus tôt. Qu'ils parlent ou qu'ils vérifient leurs assurances, s'ils en ont une, pour savoir ce qu'elles couvrent exactement. Et rappelez-vous que même s'il y a moins d'ouragans cette année à cause du phénomène El Niño ou du super El Niño, eh bien, ils peuvent être beaucoup plus agressifs et pourraient être plus mortels, causant des dégâts de plusieurs milliards de dollars. Et ils demandent aussi à ceux du Pacifique de se préparer, car on prévoit une augmentation de 70% du nombre d'ouragans dans le Pacifique cette saison par rapport aux autres années. Même si le Pacifique est habituellement moins touché, ils estiment qu'il pourrait l'être cette fois. Par exemple, au Mexique, les habitants de la côte pacifique ont déjà subi plusieurs ouragans violents qui ont inondé leurs maisons de boue.
Je me souviens du cas du Sinaloa. Je crois que c'est l'un de ces endroits où, à une certaine saison, un ouragan les a vraiment touchés. Donc, il faut toujours être préparé, même si en général... Guerrero, oui, Guerrero, même si en général ils changent de direction, ils partent vers ouest, pardon. Oui, ils peuvent effectivement atteindre la terre ferme. Eh bien, écoutez, préparez-vous, au moins ici nous allons faire cet effort de vous le rappeler régulièrement. Ce n'est pas du tout difficile. Nous avons déjà vécu dans des zones de cyclone et la préparation, eh bien, quand tu la fais à temps, tu te sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en sécurité. Et, et Je sais que c'est parfois une dépense supplémentaire, mais en le faisant chaque semaine à l'avance, on le ressent moins. Et donc, dans une boîte, tu stockes de la nourriture non périssable et quelques autres affaires. Des piles, quelques éléments, par exemple des articles de premier secours, des choses de ce genre basiques. Que au moins ça te permette de tenir quelques jours, donc tranquille, sans avoir à sortir ni rien. Parce que les premiers jours d'une tempête sont toujours les plus dangereux. Les premiers jours après le phénomène sont souvent les plus dangereux. C'est pourquoi on te conseille de rester calme et chez toi. Eh bien, imagine rester à la maison et être bien préparé. Maintenant, passons à d'autres sujets également importants. Écoutez, il y a un problème avec une épidémie d'Ebola qui a une nouvelle souche. Vous le savez déjà, nous en parlons depuis quelques semaines, mais ça fait un bond. Peut-être pas pour nous qui sommes loin, car nous n'y accordons pas autant d'importance, même si des mesures sont déjà prises en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada, en Europe. En cas de doute, mieux vaut prévenir, mais il est frappant de voir qu'aujourd'hui, on franchit un cap important en termes de distance. Non. Soudain, l'Ebola apparaît dans des endroits où il n'y en avait pas. Exactement. Aujourd'hui, un cas d'Ebola a été confirmé dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, à des centaines de kilomètres de l'épicentre. C'est ce qui a été rapporté aujourd'hui, jeudi, par l'Alliance des rebelles qui contrôle cette zone. Cela complique encore davantage la situation, car le fait que la zone soit contrôlée par des rebelles rend l'accès plus difficile pour amener l'équipe, les médecins, Médecins sans frontières, etc. Et donc, ce cas s'est produit dans une zone rurale, dans la région de Sero. Il y a une province dont la capitale s'appelle Bukavu, et cela met en évidence qu'il y a une propagation de l'épidémie qui circule sans être détectée depuis au moins 2 mois dans la région d'Ituri, qui est l'épicentre. Mais bon, maintenant, c'est à Kibu et donc à des centaines de kilomètres de distance entre ces deux endroits. En fait, aujourd'hui... Aussi, comment s'appelle le nouveau, juste pour savoir? Le nouveau s'appelle Kibu. Kibu. Avec un B comme dans bateau. Avec un B comme dans bateau, d'accord. Kibu s'écrit comme ça, comme ceci. Kibu, 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 Kibu. Kivu, je crois que oui, c'est en République démocratique du Congo. Voyons de quelle zone il s'agit, regarde. C'est-à-dire c'est ici. Sud Kivu? Sud Kivu, parce qu'il y a le Nord Kivu et c'est tout. Mais Sud Kivu. D'accord, voyons comme c'est bleu là-bas, regarde. Et je ne sais pas si vous le voyez voyons, sur la carte. Passons à la carte. Regardez, comment c'est déjà Kibudel, où le problème a-t-il commencé? Dans le Nord Kivu, ici, en face du Rwanda. Ici, toute cette zone. En fait, il y a déjà aussi des cas au Rwanda. Des cas suspects et un décès. Et ici aussi au Soudan du Sud, Nord Kivu. Et il y avait aussi une autre zone, ici, dans cette région, où il y a également eu des cas. Donc, il n'y avait que 2 endroits avec des cas. Et ils ont immédiatement isolé la zone. Ils ont sécurisé les frontières avec l'Angola, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Mais c'est en Ituri qu'il y a eu le premier cas, les cas, pas les foyers. Les premiers cas sont en Ituri. Selon moi, c'est ici, au Kivu, Kibu. Au Kivu, Kibu, comment ça s'appelle? Au Kivu du Nord. Voyons, regardons où se trouve l'Ituri. Et Ituri, 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 Ituri. R. Or, I latina. Voilà, mais voyons voir. Oui, c'est bien là que je voulais dire. Exactement. Exactement. Oui, c'est là. Oui, parce que c'est ici que commencent tous les problèmes. Alors regarde, il y a 3 zones. Donc c'est Kivu du Nord, Kivu du Sud et Ituri. C'est ici que commence toute l'épidémie. Ici. En face de l'Ouganda. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Ouganda a été le premier pays à avoir un cas supplémentaire, puis ensuite le Soudan du Sud, n'est-ce pas? Donc c'est la première étape ici. Deuxième étape jusqu'ici. En fait, ici aussi, ça a fait l'actualité parce que ça a sauté 1000 km, puis la troisième étape saute par ici. C'est des centaines de kilomètres.
Mais ce qui est sans curieux ici, c'est que ce sont des zones qui, en théorie, n'ont presque aucune communication entre elles parce qu'elles sont en conflit. Ou il y a là-bas. Il y a là-bas. Imaginez la République démocratique du Congo divisée en 8. Oui, elle est divisée à peu près en 8 grands groupes qui se battent pour le pays depuis aussi loin que je me souvienne. Ils se battent depuis très longtemps. C'est un gros conflit. Écoutez, la vérité, c'est qu'on peut être reconnaissant de vivre là où nous vivons, dans une région du monde où nous parlons la même langue. Que nous pouvons communiquer parfaitement, même si parfois nous avons nos différences, surtout au football avec les Argentins. Non, ce n'est pas vrai. Nous nous entendons bien avec tout le monde. Mais... Pourtant, je dis qu'il y a des différences. Vous voyez, l'Équateur, pas les Équatoriens, mais le président. Il y a parfois des différences entre les gens, certains antipathiques, d'autres sympathiques, mais on se comprend et on discute, n'est-ce pas? Ça reste possible. Nous détestons tous nos politiciens. Oui, c'est ça. Nozo. C'est ça. Nous avons tous vu le Chavo del Ocho, c'est-à-dire il y a des choses, beaucoup de choses, non? Par exemple, la nourriture et beaucoup de détails qui se ressemblent, non? Cela s'appelle arepa ou gordita ailleurs, avec des similitudes marquées. Ce sont des cousins germains, c'est difficile quand la division est telle que ni la langue, ni la religion, ni rien. Je veux dire, culturellement, c'est aussi très riche, non? C'est génial. Malheureusement, ils ne peuvent pas bien s'entendre. Non? Je sais que cela dépend aussi de la façon dont les choses ont été laissées et des conquêtes là-bas. C'était une colonisation très différente de celle d'autres régions. Là-bas, c'était bien plus brutal, non? Reconnaissant, beaucoup plus agressif, et là, eh bien, il y a une ville qui, si je ne me trompe pas, est en Éthiopie, non? Qui est le seul endroit du... Comment ça s'appelle? Là-bas, si je ne me trompe pas, l'Éthiopie. Si je ne me trompe pas, c'est le seul endroit qui n'a pas été conquis. L'Italie a essayé, mais ils n'ont pas pu, n'est-ce pas? Les Italiens ont essayé de prendre cette région, donc ils en sont très fiers. D'ailleurs, c'est là que sont arrivés les premiers chrétiens de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à cette époque. Là-bas où il y a des choses mais très mystiques, c'est-à-dire le christianisme avec le mysticisme de l'Antiquité, c'est vraiment impressionnant. Il y a des églises où l'on se dit « bon, je n'ai vu que des images ». Eh bien, dans des documentaires, ils disent qu'on ressent une ambiance, une énergie très intéressante, non? Je crois que ce sont eux qui ont la première communauté, c'est-à-dire une communauté juive reconnue. Oui, c'est beaucoup plus ancien, oui. Oui, disons que cet endroit a beaucoup d'histoire, mais aussi on y vit, on dit, une situation très différente des autres pays d'Afrique, n'est-ce pas? Justement pour cette raison, n'est-ce pas? Ils ont évité ce problème, mais c'est un autre sujet pour l'instant. Puisque nous y étions, non, ne passons pas au christianisme. Le monde, la religion. Bon, juste quelque chose pour conclure. Qui sait? Oui. L'Ouganda vient de suspendre les vols avec la République démocratique du Congo. Pardon, je t'ai devancé. Tu m'as lu, je la vole à cause d'Ebola. Ils ont interdit les grands rassemblements et deviennent déjà stricts. Oui, ils deviennent plus stricts. Et il y a aussi une autre information qui attire l'attention, c'est qu'en ce moment, dans un village, dans l'un de ces endroits en République du Congo, les gens ont incendié un centre médical. C'est parce que les gens sont très en colère, parce qu'une personne voulait qu'on lui permette de récupérer le corps d'un membre de sa famille. Il me semble que son frère n'a pas été autorisé à le faire parce que, évidemment, c'est un corps qui, eh bien, contient le virus, n'est-ce pas? C'est un virus, et donc le village s'est fâché et a incendié le centre médical. C'est quelque chose, imagine-toi, il y a là des gens malades, et tu arrives et tu brûles tout, et ici, non. Non, je comprends ce que je vois ici, et j'espère ne pas me tromper. En vérité, la situation est plus compliquée que ce qu'ils disent. Vraiment, j'espère sincèrement me tromper, et que ça ne puisse pas t'arriver, que le Covid ne puisse pas t'atteindre, non? On pourrait vérifier ça dans les vidéos précédentes, mais nous, bien avant moi, je suis sûr que tous les médias parlaient de ça comme ça. On se demandait, y a-t-il un problème? Il y a une situation, il y a un virus qui est en train de se propager là-bas, par là. Comment s'appelle cet endroit déjà? En Chine? À Wuhan, n'est-ce pas? Il y a une situation là-bas, étrange, je ne sais pas quoi. Et nous avons continué à suivre, et nous avons vu comment la situation a évolué, comment Taïwan réagissait. Et nous avons commencé à voir des signes que cette situation était bien plus compliquée, bien avant tout cela.
Eh bien, je sais que ceux qui sont ici, ceux qui étaient là à ce moment-là, s'en souviendront. Mais ce qui attire mon attention maintenant, c'est qu'un ancien directeur du CDC avertit que cette épidémie, du moins selon lui, avec ce qu'il observe, cela pourrait devenir, dit-il, une pandémie importante. Ce n'est pas ce que dit l'OMS, j'insiste, il faut aussi faire la différence entre les choses. Mais c'est ce que dit le docteur Robert Redfield. Il l'a déclaré aux médias News Nation, dit-il. Je soupçonne que cela va devenir une pandémie très importante, que cela va s'étendre à la Tanzanie, au Soudan du Sud, voire au Rwanda. Donc il n'est pas en train d'avertir. C'est bien pour le reste du monde, mais pour ici, pas du tout, malheureusement. On ne considère cela comme une pandémie que lorsque c'est déjà trop tard. Si je ne me trompe pas, il y a 5 pays, donc les 5 pays de la région qui peuvent être concernés sont les voisins. Oui, bien sûr, les voisins de ce pays peuvent être à risque. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais ce monsieur, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas correctement contrôlé. Eh bien... Par exemple, dans le cas de cet incident, ils ont emporté le corps et les corps sont très contagieux. Alors comment manipule-t-on le corps? En fait, ce sont les médecins qui s'occupent de cela. Ils ont une équipe qui s'en charge. Et le problème, c'est aussi un problème culturel, celui-là en particulier. Dans ce village, ils ont un certain rituel pour l'enterrement du corps et cela peut provoquer d'autres foyers. J'imagine que c'est le CDC, c'est ce docteur Robert Prefield. Ce sont des gens qui connaissent ces endroits, qui savent à peu près comment est la culture. Ils observent où la flambée se produit et comment elle évolue, tout en faisant leurs calculs, où ils prédisent ce qui va arriver ensuite. Pour le monde, officiellement, ce que l'OMS a dit, c'est que le risque est faible, voire très faible, c'est-à-dire bas, encore plus bas. Donc, il n'y a pas de risque pour le monde. C'est ce que l'OMS a dit en gros, ou est-ce un risque extrêmement minime? Le risque pour l'Afrique et spécifiquement pour la région autour du Congo, eh bien, je suppose qu'il est plus élevé, évidemment, non? Par rapport à d'autres pays, il y a une raison pour laquelle ils annulent des vols, des voyages, et demandent de faire attention si tu y vas. Ne voyagez pas dans ces pays en ce moment. Il s'agit de prévention et oui, je pense que la prévention est importante. Nous devons apprendre des erreurs du passé et je pense que ce sujet est important. Non? Prévenir et c'est tout, n'est-ce pas? Et donc, Jim Keke Alseya, qui est le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, dit « Nous sommes encore en phase d'intensification de l'enquête. Nous recherchons des cas. Mais nous voyons que le nombre de cas va augmenter à mesure que la surveillance deviendra de plus en plus rigoureuse. » Et donc, dans ce cas de l'incendie du centre de santé, les médecins qui étaient des volontaires de ce genre de Médecins sans frontières ont dû fuir carrément, vraiment partir. Parce que oui, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? S'ils peuvent vraiment devenir fous contre toi et te menacer? Ta vie a aussi une limite. Il y a aussi une limite. Bien sûr, il y a aussi une limite. Que puis-je vous dire? Je ne sais pas si nous avons autre chose sur Ebola. Bon, eh bien, allons-y, regardez, allons directement. Eh bien, maintenant, au sujet géopolitique, non, c'est tout. Comme nous avions 2 sections très différentes l'une de l'autre, nous les avons donc séparées dans ce direct, mais allons directement au prochain direct. Ça passe automatiquement, c'est génial ça, parce que ça passe directement, donc je ne dis même pas au revoir, personne ne dit au revoir non plus. On se retrouve déjà dans le direct qui commence, littéralement, eh bien voilà, alors on y va. Leonardo, Walter, comment allez-vous? Un grand merci à ceux qui ont mis un j'aime, Tapati à plus. Cristobal commence déjà le direct en ce moment, allons-y là-bas.